Salut Tom, bienvenue à toi et merci d'avoir prêté le jeu de l'interview. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir donné l'opportunité, alors déjà d'échanger ensemble là, dans cette discussion plutôt informelle sur la cyber. Le but, c'est pas de rentrer forcément trop en détail dans des termes techniques et perdre tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne opportunité de mettre en avant un sujet que les entreprises, que nos clients, que tes clients doivent prendre un peu plus à bras le corps. Donc voilà, merci pour l'opportunité. Pas de souci. Du coup, avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, toi, Tom, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et est-ce que tu peux du coup présenter ta solution, ton entreprise, Cybe Solutions? Bien sûr, alors moi je m'appelle Tom Bono, je suis le cofondateur de la société Cybe Solutions avec trois autres associés. Donc Cybe Solutions, le but c'est de permettre aux entreprises, alors pas de toute taille chez nous, surtout des TPE jusqu'au PME, de les accompagner et de mettre en interne, on va dire, un guide des bonnes pratiques et des bonnes procédures sur la question de la sécurité informatique. Donc on va passer par de l'audit, de la formation, de l'accompagnement de manière stratégique via du consulting surtout, Mhm. et également de la veille réglementaire pour rester à jour sur les dernières régulations et dernières directives. Et pour certaines entreprises, aller jusqu'à l'obtention de régulation, que ce soit de l'ISO 27001 ou conformité sur la NIS 2, par exemple. Ok, top. Ça en fait des choses, ça couvre, ça couvre bien le domaine. C'est un sacré boulot tout ça quand même. On va rentrer du coup dans le vif du sujet tout de suite. Alors, vous, chez Cybe Solutions, nous, du coup, parce que ici, on s'intéresse au SaaS, tu le sais très bien. L'importance de la cybersécurité dans le SaaS, tu la connais aussi bien, voire mieux que moi, ça c'est une certitude. Donc sur ce topic-là, l'importance de la cybersécurité dans le SaaS, pourquoi, selon toi, c'est crucial dans un projet SaaS d'avoir de la cybersécurité, et notamment en phase de démarrage ou pas, mais l'importance de la cybersécurité dans le SaaS. Pour toi, comment Bah, tu le vois? déjà par rapport au SaaS, je suis sûr que tu l'as expliqué déjà ce que c'était dans plein de vidéos, mais on voit beaucoup actuellement de startups créer des SaaS et des startups qui explosent. Donc, on imagine qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, hein, que ce soit des sociétés pour les SaaS plutôt B2B ou pour des particuliers pardon, pour les SaaS B2C. Donc, forcément, pourquoi la cyber est essentielle dans le SaaS? Parce que déjà, c'est des solutions qui manipulent souvent des données sensibles. Ça peut être déjà toutes les informations que le SaaS va demander sur les clients, que ce soit des adresses, des noms, des coordonnées bancaires, même des IBAN, euh, ton numéro de téléphone, ton mail, donc voilà, tout ce qui est propre aux informations personnelles. Ensuite, tu vas avoir évidemment des transactions. Donc déjà pour t'inscrire, prendre ton abonnement sur ton SaaS, payer la prestation et ensuite, si c'est un SaaS, imaginons de comptabilité ou de fiche de paye ou ce genre de choses, on va avoir des transactions bancaires et également des documents confidentiels et sensibles si jamais c'est des SaaS de stockage ou même des SaaS qui utilisent du cloud ou ce genre de choses. Donc, forcément, une fois qu'on a dit tout ça, la cybersécurité est centrale dans les SaaS et on voit qu'une faille de sécurité peut non seulement affecter la réputation de l'entreprise, donc ça, c'est un des problèmes de la cyber, c'est de perdre confiance auprès de ses clients, de ses fournisseurs et puis évidemment de toutes ses parties prenantes, mais également d'entraîner des pertes financières directement liées, alors soit à la perte d'activité liée à la réputation et aux clients qui partent, hein, tout simplement, ou des responsabilités ou des engagements qui n'ont pas été tenus vis-à-vis des clients, des parties prenantes et une perte sèche finalement de chiffre d'affaires. Ouais. Et c'est tout ça qui va venir impacter les sociétés SaaS qui souvent, comme on disait, peuvent être des startups et avec voilà, des situations quelquefois financières sensibles. Ok, d'accord. Bah, écoute, tu as très bien répondu, tu as même anticipé du coup une question effectivement au niveau des menaces. Quand tu me l'avais dit, effectivement, il y a beaucoup de données chiffrées qui passent ou pas. Effectivement, ça c'est vrai que c'est un point. Clairement, quand on met en point des SAS ou qu'on met en ligne des SAS, il y a beaucoup de données qui transitent comme tu l'as évoqué. Et c'est vrai que dans tout ça, finalement, c'était ma question suivante, mais les menaces spécifiques par rapport à ça, du coup, par rapport à ta vision à toi, c'est quoi? C'est le vol de données, la fuite de données, c'est vraiment la menace principale qui pourrait arriver?
Ouais, bien sûr, tu as commencé par ça. Les SaaS sont particulièrement vulnérables sur les attaques de phishing, hein. Par exemple, des mails que tu peux recevoir, que tu cliques, et malheureusement, ce n'était pas le lien que le SaaS t'avait envoyé. À la suite de ça, ça donne accès aux cyberattaquants pour voler des données. Donc là, on a les fuites de données. Ensuite, on peut avoir des attaques DDoS, comme on appelle ça. Et ensuite, les mauvaises configurations des sécurités de ton SaaS qui vont évidemment laisser les portes ouvertes aux hackers. Comme chez nous, on aime dire, chez Cybe, c'est que les cyberhackers font aussi leur marché, de voir les sociétés qui ont les moyens de payer des rançons, par exemple, et également celles qui ont le moins de sécurité en interne. Et ça, alors couplé avec des employés non formés, des employés qui auraient accès, alors que ce soit des accès physiques ou des accès sur des logiciels ou même sur des postes de travail, pas de politique de mot de passe, pas de gestion justement de ces accès, et puis quelquefois des responsabilités contractuelles, parce que certes, on peut avoir des implications ou des attaques cyber d'un point de vue technique, informatique, mais on a aussi des responsabilités contractuelles avec nos parties prenantes, notamment sur les conditions de vente du SaaS, et de voir en cas d'attaque qui porte la responsabilité. Et ce qui amène aux entreprises de se défendre d'un point de vue technique sur l'infrastructure et d'un point de vue également contractuel, juridique, pour éviter les impacts légaux. Ok. C'est vrai que tu as dit un truc qui était juste, il y a tellement une démocratisation au niveau des SaaS, des services, donc aussi bien dans la mise à disposition sur le marché pour les utilisateurs, ce qui fait qu'on est plus nombreux à utiliser des services, donc à laisser nos données, on va dire, parfois traîner. À l'époque, je me rappelle, il y avait une sorte d'adage qui disait, en gros, la plus grosse faille se trouve entre l'écran et la chaise. Du coup, finalement, c'était l'humain. Est-ce que aujourd'hui, c'est encore vrai? Ou est-ce que maintenant les solutions, parce qu'il y a des belles évolutions, des belles solutions pour le pirate, mais aussi pour la protection, est-ce que maintenant c'est toujours vrai? Si en gros l'humain reste la plus grosse faille, ou malgré tout maintenant, peu importe quoi qu'on fasse, on sera potentiellement on va subir plus d'attaques, quoi. C'est plus risqué aujourd'hui. C'est une super question. On a fait un événement de sensibilisation il y a pas si longtemps et on était encore à plus si tu regardes les chiffres, 80% des attaques qui passent entre le siège et l'écran. Donc, c'est tout à fait juste. On utilise encore cette expression. Tout simplement, c'est que les systèmes autour commencent à se développer. On voit que la machine va quand même plus vite que l'homme et puis fait moins d'erreurs. Et si maintenant on veut pousser, on peut regarder les deepfakes qu'on a en ce moment. Donc, c'est des vidéos, par exemple, de ton boss qui te demande de faire un paiement. Mais en fait, c'est vraiment une vidéo de lui et le script, on lui fait dire absolument ce qu'on veut. Donc ici, même si tu as le discernement de l'employé le mieux formé ou ce que tu veux, tu peux facilement tomber dans le panneau. Donc malheureusement, évidemment, il faut que ton infrastructure soit la plus robuste possible, des plans de continuation, des serveurs en backup ou ce genre de choses, et puis pas payer les rançons, évidemment, c'est quelque chose qu'on applique souvent. Mais derrière, il va avoir vraiment des procédures à mettre en place au sein des entreprises, des process qui des fois sont un peu contre business parce qu'ils rallongent les différents cycles de décision. Mais le facteur humain restera toujours tellement crucial. Tu as un choc des générations également. Nous, on a de la chance d'être nés vraiment avec l'informatique et les outils, donc on est déjà sujet et un peu plus, je dirais, parano là-dessus. Dès qu'on a quelque chose qui nous semble un peu bizarre, on ouvre quand même l'œil. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des employés qui seraient d'une autre génération de la nôtre, moins sujets et moins alerte à tout ça. Et là, forcément, les hackers embrayent directement sur ce genre d'employés au sein des entreprises et surtout s'ils ont des postes stratégiques. Donc oui, l'humain restera avant tout et est encore avant tout un facteur clé, malheureusement, dans les cyberattaques. Ok, d'accord. Petite question, très, très brièvement. Là, tu as évoqué quelque chose qui m'amène à cette réflexion-là. La nouvelle génération est-elle plus consciente, alerte sur les notions de cybersécurité que l'ancienne? C'est une bonne question. Je pense que il y a les deux revers de la médaille parce que d'un côté, dès qu'on voit quelque chose qui nous paraît bizarre, sachant qu'on est toujours alerte et puis sur les téléphones et on voit surtout les news, etc. Donc, on pourrait faire plus attention. Par contre, l'autre côté,
c'est qu'on a toujours accepté les cookies, les conditions générales de vente sans les lire. Tout nous paraît tellement simple qu'on pourrait plus facilement donner nos informations. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on est un peu entre les deux. Okay. On sait de quoi on parle. On est on a été plus sujet avec ça et par rapport au monde qui nous entoure. Par contre, de l'autre côté, c'est nous qui mettons de l'eau au moulin. On donne évidemment nos données dans tous les sens et un petit peu à tout le monde, que ce soit pour acheter des habits, pour répondre à des surveys sur Internet ou même pour travailler de manière quotidienne. Puis sans parler du tracking naturel qu'on subit. Exactement, sans parler de notre entretien qui est aussi enregistré sur le téléphone, sur tout ce qu'on se dit. Donc, c'est tellement complexe, c'est tellement vaste. C'est pour ça que nous, chez Cybe, on essaye de ne pas rentrer trop non plus dans la politique de la peur et trop dans le technique avec nos clients, parce que in fine, c'est des choses qui sont tellement quotidiennes qu'il faut pouvoir mettre des actions réalisables tous les jours et sans se dire il faut mettre un consultant pendant 6 mois chez vous parce que faut tout faire. Ouais, c'est vraiment la prise de conscience. Ok, top. Très clair, c'est très clair. Alors, pour finir sur vraiment la cybersécurité dans le SaaS, en tout cas dans cet onglet-là, est-ce que toi, tu aurais des erreurs pour l'audience de configuration les plus courantes, le truc classique au niveau du SaaS dans l'environnement, et comment les éviter? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Voilà. Qu'est-ce que tu as des petits tips par rapport à ça? Bien sûr. Alors, souvent, on parle de données et c'est là où on a le plus gros point sensible, c'est les configurations des clouds qui sont mal sécurisées. Hein. Ouais. On peut avoir des accès publics aux bases de données, des manques de chiffrement également de ces données. Et puis, évidemment, plus tu vas avoir un SaaS qui va bien marcher, plus tu vas avoir de données. Et puis, on sait très bien comme c'est, tu es une petite entreprise, tu es focus sur ton business avant tout. Et pas forcément sur la question de la cyber. Et si tu ne la prends pas dès le début à bras-le-corps, malgré le succès de ton SaaS, entre guillemets, tu vas pas y mettre plus d'attention. Et à un moment donné, un jour, il va y avoir quelque chose vraiment, vraiment de grave. Donc, voilà, l'erreur courante, outre le fait qu'on ne prend pas assez tôt la question de la cyber, donc c'est notamment des configurations sur les clouds, la gestion des mots de passe. Si tu n'as pas de procédure en interne, tu vas avoir des identifiants qui sont faibles dans un premier temps et qui peuvent en plus être réutilisés en interne et avec tes équipes. Okay. Et ça, forcément, ça peut avoir des impacts dévastateurs sur l'interne, bien évidemment. Ensuite, tu peux avoir, si tu n'as pas d'équipe à proprement parler ou de sous-traitants externes, pas de monitoring de tes systèmes et de surveillance, alors pas forcément en temps réel, mais en tout cas… des rapports, quoi. Voilà, des rapports qui tombent. Tu peux avoir des erreurs sur tes mises à jour. Si tu ne fais pas des mises à jour assez récentes, et même si tu fais des absences de mises à jour ou des correctifs de sécurité, sans même parler de les mettre à jour, déjà d'en faire, ça sera déjà un bon premier point. Donc, pour éviter tout ça, il y a des bonnes pratiques qui sont assez bêtes. Hein, et puis, comme tu l'as vu, c'est des mots de passe qui ne sont pas le nom d'une ville, le nom d'un ami. Le nom du chien. Le nom du chien ou ta date de naissance, tu vois, par exemple, ou ton 4x0 ou un 2, 3, 4. Donc ça, c'est le grand classique, mais qui, étonnamment, sont encore tellement utilisés. Ouais. Donc, on propose nous, à nos clients d'utiliser des coffres-forts numériques qui te permettent de tout stocker à l'intérieur tes informations et tes passwords. Tu peux avoir l'identification multifacteur, le MFA, comme on appelle ça. Donc ça, c'est ultra important et tu le vois maintenant. En tant que particulier à ta banque, tu as tellement de manipulations à faire pour te connecter. Donc ça, c'est des très bons points à mettre. Un chiffrement des données, évidemment, le plus poussé en fonction de la sensibilité des données que tu as. La formation des employés, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, pour éviter ça, et ça rejoint les problèmes de monitoring, c'est d'avoir des audits réguliers sur ton infrastructure, sur tes procédures. Et nous, chez Cybe, comment on travaille, c'est toujours auditer. Donc, au début de la prestation, on audite l'infrastructure IT. Ensuite, on vient former les employés et la direction en fonction des différences stratégiques. Et derrière, on informe. Donc, une fois qu'on est formé, on informe de ce qui se passe, de ce qui va se passer et de comment on peut anticiper ça.
Attends, pause, 2 secondes. Si ce que je suis en train de te dire là te parle, que tu as un sas en cours, une idée dans la tête, mais que tu sais pas si tu es dans la bonne direction, j'organise un atelier interactif le 10 avril à 20 h. En 60 minutes, on va poser les fondations ensemble. Savoir si tu as une vraie idée ou juste un projet de plus. Arrêter de construire à l'aveugle. Comprendre pourquoi personne n'achète et comment y remédier. Et surtout repartir avec des actions claires et actionnables. Ce n'est pas une formation. Ce n'est pas une vidéo préenregistrée, c'est un atelier. Tu participes, tu bosses, tu construis. Le lien est juste en description. C'est gratuit mais limité et il n'y aura aucun replay disponible. Donc si tu es sérieux à propos de ton SaaS, clique et réserve ta place. Maintenant. Ok, top. Donc effectivement, ouais, ça a répondu du coup à toutes ces questions-là. Du coup, ça a amené les conseils, ce que tu observais. Donc ok, donc c'est vraiment, c'est clair. Et c'est vrai qu'au début, ça rejoint un petit peu ça quand les gens qui développent leur SaaS, donc ce soit surtout au début, en phase de MVP, il y a beaucoup de choses qui, on dit souvent, il faut aller vite, il faut faire les choses, il faut passer à l'action. Mais c'est vrai que la sécurité, quand on la néglige au début, on en paye les pots cassés à la fin. Et on se dit, bon, bah, de toute façon, je verrai plus tard. Si ça marche, je prendrai du temps à le sécuriser. Mais une fois que ça marche, le mal, il est déjà fait, malheureusement. Tu as tout dit, parce que nous, comme on dit dès le départ, même pour un MVP, il faut intégrer dans de la sécurité dans le code, utiliser des outils d'analyse de vulnérabilité, de respecter les bonnes pratiques de développement sécurisé, hein, le secure by design, comme on dit. Et même si c'est un MVP, à un moment donné, ce MVP va peut-être venir la version 1, la version 2, la version 3. La version 3, elle aura peut-être 10 000 utilisateurs, j'en sais rien. C'est toujours basé plus ou moins sur le même code qui a été amélioré. Mais c'est rare, quand tu as du business, tu améliores ta partie sécurité. Et tant que tu n'as pas d'attaque, bah, c'est toujours le jeu de la probabilité. Hein. Tu prends une assurance incendie. c'est ça. Tant que tu n'as pas d'incendie, bah, elle ne te sert à rien. Un jour, enfin, dans ta vie, elle ne te servira peut-être jamais. Et puis pour des gens, elle servira 3 fois. Donc voilà, ça c'est un pari qui malheureusement pour des entrepreneurs le prennent, même pour des SaaS, il y a déjà eu de nombreuses cyberattaques. Hein. Mais voilà, le but c'est de pérenniser ta croissance et puis elle va passer par ton business et tes clients, ça c'est sûr. Mais également pour les garder, ça va passer par une sécurité et une confiance assez aveugle de tes clients envers ta solution. Ok, donc pour les conseils, si je résume, que tu donnerais pour des gens qui veulent intégrer de la sécurité en phase de MVP, le minimum, si je résume, tu me dis si je me trompe, chiffrement des données au minimum, les bonnes pratiques au niveau du code en fonction de la techno, etc. Et essayer d'avoir des mots de passe et des accès quand même plus sécurisés pour les données personnelles ou les accès aux services cloud, etc. quoi. Et une mini sensibilisation de tes employés, si tu es une petite start-up à 1 à 3 employés, par exemple, de vraiment avoir pas forcément des procédures jusqu'à ce point-là dans des classeurs, mais en tout cas d'avoir une politique d'alerte en cas de cyberattaque et être un minimum sensible à ça et de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est toujours la même chose, et de prendre ça au minimum dans la tête de manière hebdomadaire, je dirais, tu vois, de faire un point et vraiment d'inclure, et c'est ce qui est plus important dans le code, de regarder qui est ton fournisseur de cloud, quelles sont ses conditions. Et puis ensuite, quelquefois, même si tu as un peu plus de moyens dès le lancement, de faire appel à un consultant dès le début qui te mette en place une procédure, un premier audit de comment tu vois les choses et puis à partir du bon pied. Ok, top, c'est clair. Voilà, maintenant vous avez la réponse, vous avez les bonnes pratiques. C'est exactement ça. Ok, super, top. Alors, par rapport maintenant, on va dire aux outils et aux techniques recommandées, on va plus parler au niveau de la conformité. Alors, c'est quoi pour toi les meilleures pratiques pour assurer justement une conformité, parce qu'on parlait de cybersécurité pure, mais la conformité et la réglementation, tu as évoqué tout à l'heure toutes sortes de réglementations. Dans le contexte du SaaS, du coup, comment on est conforme en fait finalement? Écoute, nous, en termes de… Alors, sans reprendre tout ce qu'on vient de dire avant, d'auditer, de former, d'informer, etc., les outils recommandés pour protéger les données sensibles, ça inclut des solutions de gestion des accès, des IAM, ça c'est extrêmement important. Ensuite, des systèmes de détection d'intrusion, des IDS, qui vont permettre, alors ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les erreurs de monitoring, mais déjà à détecter les intrusions, à détecter ton activité qui se passe sur ton infrastructure, parce qu'évidemment, tu peux avoir 10 000 hits
de détection d'intrusion. Il peut en avoir 2 qui sont rentrés et puis malheureusement, c'était les 2 qu'il ne fallait pas. Ouais. Donc là-dessus, il faut du monitoring de tes intrusions. Et on parlait tout à l'heure du cloud, des services de chiffrement cloud. Ça, c'est absolument, absolument crucial. Et de toute manière, nous, on travaille beaucoup sur des audits pour la NIS 2, par exemple. C'est un guide des bonnes pratiques qui est fourni par l'ANSSI, l'Association nationale pour la sécurité, enfin l'Agence pour la sécurité informatique, pardon. Et tu as différents points d'audit que nous, on a repris dans notre audit digital sur la plateforme Cybe. C'est est-ce que vous avez des mots de passe assez longs? Est-ce que vous faites des sauvegardes de vos systèmes? Est-ce que vous faites un inventaire? Est-ce que vous avez un plan de continuité, une assurance cyber qui est aussi un très bon point, hein. Et on a des assurances cyber pour des SaaS qui peuvent te coûter entre 500 et 600 euros à l'année, donc un budget encore raisonnable et qui te couvre quand même en grande partie si tu es une petite structure. Et ensuite, tu peux avoir à gérer, c'est des points de la régulation. Est-ce que tu as du nomadisme de tes employés, donc du télétravail? Si tu as un souci avec un de tes appareils, est-ce que tu le détruis? Est-ce que tu le jettes? Comment tu le réutilises? Donc, voilà, ça, c'est tous des points qu'il faut prendre en compte sans forcément les appliquer si tu ne veux pas aller jusqu'à la régulation, parce que l'ISO 27001, tu as 140, je crois que c'était 114, maintenant il y a un peu plus de points. Mais avant tout, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose, mettre des audits réguliers, une politique de gestion des accès, et puis autant que possible, une journalisation de tes activités pour voir s'il y a eu un incident, où est-ce qu'il est apparu, et surtout pour que ton SaaS continue de tourner, même si tu as eu une cyberattaque et que tu es encore sous la cyberattaque, et surtout comment toi aussi tu peux continuer tes activités en interne. D'accord, ok. C'est vrai que toutes ces choses-là, le NIS, la conformité, etc., je pense que ça peut faire peur, je pense, à des gens, parce que moi, je pense aux personnes qui lancent leur projet, leur MVP, ou qui sont au début de leur projet, qui viennent de se lancer, et ils ont effectivement peut-être pas toutes ces structures. Des fois, on a des indépendants, des jeunes qui sont des gens qui sont des indie hackers, des gens qui sont tout seuls, qui font un projet, un développeur comme dans son coin, une équipe de 2 ou 3, etc. Donc, je pense que ça peut faire peur d'avoir toute cette approche et cette vision en termes de sécurité, mais en gros, si on veut s'en rapprocher, dans tous les cas, c'est grâce du coup à ces méthodes-là, au minimum, c'est d'avoir du coup du monitoring, des trucs sécurisés, etc. En fait, il faut se rapprocher. Forcément, un mec qui vient de commencer pourra pas cocher les 150 cases, quoi. C'est sûr que... Et c'est tout là le problème, j'ai envie de dire, parce que quand tu lances une entreprise, ton premier but, c'est de rentrer tes premiers clients, de faire un peu de business. Et puis, c'est vrai que ça implique quelques contraintes. Cette partie sécurité informatique. Ça, c'est indéniable. Certains sont plus sujets à d'autres que ça, que ce soit par rapport à leur background, par rapport aux activités ou aux jobs qu'ils ont eu avant. Et d'autres, certains sont des bourrins, entre guillemets, un peu plus focus client, commercial. Et puis, s'il y a un problème, on verra bien comment on réagit. Sauf que des fois, il y a des entreprises qui ont fait faillite, même des entreprises familiales depuis plusieurs générations. Tu t'en relèves pas toujours d'une cyberattaque. Tu ne sais jamais si ça s'est vraiment arrêté, où est le hacker. Et c'est là où tu as une vraie contrainte, finalement, qui pèse sur ta tête. Ouais, ça c'est un peu le stress. C'est un cambriolage numérique. Moi, c'est vraiment clairement c'est ça. Et c'est vrai que Totalement. Et puis encore, le cambrioleur il rentre chez toi, tu rentres, il part. Là, tu n'es même pas sûr. ouais, c'est ça. Mais au niveau du traumatisme, c'est que quand même, là, tu sais pas s'il est encore dans le placard ou encore s'il est encore dans ton site, s'il a pas laissé des choses. Et ce qui est encore... Il y a une ville en France qui s'est fait hacker, donc la partie communale. Ouais. Ça fait 3 ans. Les employés savent toujours pas s'ils peuvent toucher, ils savent toujours pas si c'est terminé. Et tu as un vrai impact cette fois-ci émotionnel sur les gens et pas que sur le business, tu vois, sur les gens en interne. Et très probablement, les clients qui ont été en face, les autres administrations, etc., tu vas un peu reculons, quoi. Ouais, je pense que ça fait peur, ça met une sacrée pression. Et je sais que, moi, pour une petite parenthèse, ça m'était arrivé sur il y a peut-être plus de 50 ça maintenant, sur ouais, c'est même plus vieux que ça, sur un site WordPress à l'époque. Et je m'étais fait hacker, le site était piraté. Et je le savais, etc. Ah bah, ni une ni deux, en fin de compte, j'ai recherché, j'ai nettoyé, pas de souci. Mais j'étais tellement dans le truc, mais et s'il a laissé un petit fichier? Et s'il a un truc que j'ai pas vu? Parce qu'en plus, au début, quand tu sois pas développeur, tu vois pas les choses. Et ben là,
Ni une ni deux, j'ai tout recommencé de zéro, nouveau nom de domaine, j'ai tout jeté, nouveau nom de domaine, nouvelle base de données, nouvel hébergeur, pour m'assurer tellement j'étais parano, quoi. C'est choquant, Non, ça. mais tu as tout à fait raison. Puis il y en a qui font la politique de l'autruche. Ils disent je ne veux pas me faire auditer parce que Il est parti, c'est bon. je ne serai pas bon de toute façon, donc laissons comme ça. Ou alors je débranche tous les serveurs et puis je les remets en route un peu plus tard. Non, tu as vraiment des impacts qui sont hyper importants au sein des équipes, évidemment auprès de tes clients. Et tout à l'heure, je te parlais, tu as des impacts qui peuvent être contractuels aussi. Si jamais tu gères des données clients, tu te fais pirater ces données étaient confidentielles et partent, je sais pas, à la concurrence ou j'en sais rien, suivant comment sont faits les contrats, le client peut se retourner contre toi. Ouais, d'où l'intérêt du coup d'avoir les assurances, etc. Voilà, d'où le fait d'avoir des assurances, d'où le fait de bien voir les contrats, d'où le fait que ton SaaS, dans ce cas-là, soit également protégé pour que le client ne puisse pas se retourner contre toi, parce que toi, tu as pris les démarches en amont. En tout cas, on peut se retourner contre toi si tu as mal fait ton job en te disant tu n'as pas pris en place toutes les démarches et tu n'as pas mis tout ce qui était en ton pouvoir, en tout cas, pour éviter ça. Okay. Ensuite, si malgré le fait que tu aies une politique en interne, gestion des mots de passe, gestion des accès, du monitoring et du fait que ça soit quand même arrivé, parce que la probabilité, le risque zéro n'existe pas, hein, même si tu es ultra bien protégé, là, c'est plus dur pour un client, par exemple, de se retourner contre toi. Ok, ouais. Donc plus tu es proche de la conformité, encore une fois, moins on pourra te reprocher de choses et on peut dire. En tout cas, tu as mis en place des moyens pour que ça n'arrive pas. Ouais, c'est le principe de l'assurance, pas dire habitation, mais de cambriolage. Bah, tu as laissé la porte ouverte et on va pas te rembourser parce qu'il n'y a pas de traces d'infraction. Et tu as une alarme et tu as eu ton truc, tu peux te retourner potentiellement contre l'alarme. Et si l'alarme a bien fait et que c'est juste le risque, tu ne pourras pas faire grand-chose. Donc, oui, c'est ultra important. Ok, ultra intéressant. Mais c'est vrai que du coup, pour faire un petit parallèle sur le développement du SaaS, etc. C'est vrai qu'on fait du développement sur mesure où on maîtrise le code. J'entends et je vois vraiment comment mettre en place ces choses-là, le monitoring et tout, en tant que dev ou non dev. Mais il y a des moyens, il y a des outils, il y a des applications qui permettent de faire ces choses-là. Mais c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup d'élèves ou de clients qui passent par du no-code, par exemple. Et c'est vrai que quand on est sur des services en no-code, peu importe, web, Bubble ou tout ce que tu veux, alors déjà on est soumis à leur politique en termes de sécurité, parce qu'on est carrément sur leur serveur, mais aussi cette notion pour mettre ces choses-là en place, je trouve que c'est vachement complexe, voire parfois, du coup, impossible. Et donc du coup, c'est vrai que ça fait, encore une fois, ça fait écho à la limite des applications no-code et au fait de pouvoir du coup avoir son propre service pour mettre tout ça en place. Parce que si le fournisseur de services ne permet pas d'intégrer ce genre d'application ou des appels API, ou même pour faire du monitoring, il faut avoir accès au code, pouvoir surveiller des choses, les entrées, qu'est-ce qui se passe. Et si on n'a pas accès, en no-code, c'est le principe qu'il n'y a pas de code qui est généré. Et donc tout ça, je pense que c'est vrai que c'est plus délicat à mettre en place. Donc du coup, c'est vrai que ça rejoint aussi un point négatif potentiellement sur le no-code, ou en tout cas par rapport à ça. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. Et donc, si tu utilises des plateformes no-code, il faut évidemment s'assurer que ces plateformes respectent des standards stricts, comme qu'on parlait tout à l'heure. Il faut toujours automatiser des tests de sécurité, utiliser des API sécurisées, pardon. Et c'est là où des fois, ça peut être un petit peu le Far West, ce genre de plateforme, parce que certes, tu es super agile, ça, c'est pas le problème. Par contre, derrière, suivant ce que tu utilises et comment tu fais ton code, beaucoup de choses dépendent de la plateforme et beaucoup plus de toi. Ce n'est pas toujours un service clé en main d'avoir la sécurité de ta plateforme et de ton code. Ouais, clairement. Et par rapport à ça, d'ailleurs, en plus donc tu parlais tout à l'heure de directive Nice, etc. Mais ça, c'est quelque chose, si je dis pas de bêtises, au niveau européen. Donc, si je suis un service américain, ils ne sont pas soumis aux mêmes directives légalement. Donc, je ne peux pas, dans tous les cas, je ne pourrais jamais appliquer une directive Nice si je n'utilise pas un service qui n'est pas sous cette égide européenne, du coup. Exactement. En tout cas, il y aura une partie de la gestion et des services tiers, notamment du stockage des données, qu'il faudra prendre en compte. Il faudra voir où sont stockées les données, parce que des fois, certes, tu as des entreprises américaines, mais qui peuvent avoir des sous-traitants en termes de serveurs en Europe, justement pour que les Européens puissent quand même utiliser le service. Mais oui, tu as une question après de souveraineté. À toi de voir si tu veux des clouds américains, notamment en Suisse, ils viennent, par exemple, de lancer une boîte, de lancer son propre cloud éthique, etc., et souverain surtout. Et voilà, ça, alors certes, des fois, ça a un coût supplémentaire, il faut
pas forcément le cas. Mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Et pour ça, il faut que tu aies pris en compte la question dès que possible, ou du moins que tu sois un petit peu curieux sur ce point-là. Ok, noté, c'est d'accord. Bon, vous avez compris, soyez vigilants. Voilà, c'est strict minimum, mais en tout cas, ce sera déjà le premier point, parce qu'il y en a qui ne le sont pas. C'est ça, c'est ça. Tout à l'heure, tu nous parlais de piratage d'une ville, etc. Est-ce que tu as un cas concret de... Parce que vous faites du coup des petits topics, des posts sur le piratage de la semaine. Est-ce que tu as des choses, une expérience à nous raconter par rapport à ça, justement, quelque chose qui aurait pu être évité ou qui a été évité? Voilà. Une petite histoire, une petite anecdote. Ils sont croustillants de ça en général. Évidemment, pour l'interview, j'ai fait mes devoirs. J'ai potassé. Alors, c'est vrai que sur le LinkedIn de Cybe Solutions, tous les vendredis, on a le piratage de la semaine, surtout basé sur la France. Et honnêtement, on voit que c'est toujours la même chose. Très souvent, des administrations publiques, des hôpitaux, des villes qui sont hackées. Ça se passe par du phishing, des vols de données, des reventes de données, des ransomware, donc paiement de rançon notamment. Et c'est là où c'est le cas le plus concret. Après, j'ai pris un cas qui était plus aux États-Unis, mais qui était très, très important. C'était, alors ça date de 2019, mais c'était une attaque contre Capital One. Et en fait, dû à une mauvaise configuration d'Amazon S3, ça a permis à des hackers d'accéder à des données de 100 millions de clients. Oh et en fait, ces données-là, carnage total. Tu peux en faire plusieurs choses, ces données. Si c'est des données confidentielles, tu peux les vendre à la concurrence. Si c'est des données que toi-même tu peux exploiter, tu les exploites et tu rentres dans la faille. C'est des numéros de carte ou je sais pas, ce genre de choses. Ou alors, c'est vrai que sur Darknet, tu trouves énormément de fiches de données, de fichiers qui sont vendus directement en ligne et qui peuvent te servir, faire du phishing, faire du chantage, faire de la rançon à des entreprises, t'en servir pour monter un business, piquer des clients ou ce genre de choses. Et par exemple, pour cette société, alors certes, elle s'est fait hacker, donc ça peut arriver, mais en fait, il s'est avéré qu'il y a eu une mauvaise configuration de l'Amazon S3, et donc l'entreprise a eu une amende de 80 millions de dollars pour te dire, parce qu'il y a eu toute une violation de la RGPD, des informations confidentielles, etc. Et c'est là où tu disais le cas de tout à l'heure. C'était de leur fait, du coup, finalement. Exactement. Et les conséquences, déjà, exposition des données sensibles, plus ou moins déjà aux hackers et à toutes les personnes qui pourraient avoir accès à ces données, les amendes et les sanctions, qui te coûtent un coût pécuniaire très important. Et puis là, forcément, la perte de confiance des clients. Ah oui, c'est fini. Il y a que Apple qui se relève de ce genre de truc-là. Ouais, exactement. Et puis maintenant, les hackers allaient chercher les grosses sociétés sur lesquelles il y avait des dossiers confidentiels, ils savaient qu'ils peuvent payer. Mais maintenant, on va surtout sur de la TPE et PME. Une petite rançon, tu prends 5 000 € par semaine de rançon qui sont payés, tu en fais 5-6 dans la semaine, t'es tranquille, quoi. Attention, ce n'est pas un appel à l'action, les gars. Ça pourrait être chaud. Non, mais par exemple, Ouais, le mec. Il y a un marché. Là, on peut le dire, il y a un marché. Il y a totalement un marché, et c'est là où il y a une vraie sensibilisation à faire, c'est que maintenant, les sociétés qui sont le plus sujet à 90%, c'est des TPE, PME, et surtout des TPE. Et un chiffre que nous, ce pourquoi on avait créé l'entreprise, c'est que sur 60% des TPE qui se font attaquer, il y en a la plupart, et je crois que le chiffre, c'est presque 6 sur 10, donc plus de la moitié qui s'en remettent jamais et qui font faillite dans les mois qui suivent. Donc l'impact, il est énorme. Ah, c'est terrible. Parce que du coup, finalement, on se dit, les grosses boîtes, potentiellement, elles auront les moyens de payer la rançon ou de pas payer, mais de patcher le truc. Mais les petites entreprises, ça a tellement d'impact, ils ont tellement peu de marge de manœuvre financière qu'ils se disent, je vais payer pour être tranquille, sauf que finalement, derrière, ils ont payé, ils ont trop de trésorerie, et derrière, ils ont pas, là, en plus, pour se relever, etc. Ouais, donc l'impact, c'est encore plus dur, quoi. Donc, en général, t'as un biais cognitif, émotionnel, entre guillemets, là-dessus, parce que t'es une petite TPE, c'est ta société, tu n'as pas envie de la perdre. Donc, une première fois, tu payes parce que tu as peur. Ensuite, les attaquants savent que tu payes, ils reviennent. Tu refais une deuxième fois. Et après, tu as pas de cash, tu passes en perso. Tu donnes un peu. Et puis, finalement, tu peux te retrouver avec un drame à la fin.
Donc non, c'est pour ça que maintenant, et on sensibilise énormément, et nous, on allait sur cette cible-là. Alors déjà, pour ne pas être en concurrence avec les grands cabinets qui auditent les boîtes du CAC 40 ou ce genre de choses, mais surtout d'être auprès des clients sur le marché, sur le terrain, et de dire, écoutez, vous êtes une coiffeuse, vous perdez votre calendrier de rendez-vous. Alors certes, vous pouvez toujours prendre et gérer, mais au quotidien, ça va être l'enfer. Et donc, vous pouvez vite avoir une petite rançon pour 1 000 €, 2 000 €. Je vous redonne accès à votre calendrier ou à vos mails ou ce genre de choses. Et puis, voilà, les hackers sont pas toujours très sophistiqués et donc font, comme on disait tout à l'heure, leur marché aussi sur les entreprises dispo. Ouais, clairement. Ok, donc du coup, finalement, les leçons qu'on peut en tirer du coup de la petite histoire avec Amazon, ça fait écho à ce que tu disais au début, notamment sur les préconisations. Donc la leçon qu'on peut en tirer, c'est sécuriser si on utilise des services cloud et sécuriser au maximum dès le début, même en phase de lancement de MVP. Penser aux choses de base que tu as évoquées, du coup la sécurisation, le chiffrement, des choses qui sont simples, qui sont logiques et qui devraient ça devrait être logique pour tout le monde, mais on voit encore que c'est pas fait, sinon ça n'arriverait pas. Bon, exactement. Puis on disait tout à l'heure les outils de gestion, surtout les IAM, donc les solutions de gestion des accès, évidemment. Donc ça, c'est absolument crucial. Ce qu'on appelle les Zero Trust. Donc c'est toutes les procédures qu'on peut mettre en place. Donc Zero Trust, ça porte vraiment bien son nom. C'est pas non plus d'être parano, hein, mais de faire en sorte que tout peut être à risque et créer une faille de sécurité. Tout à l'heure, tu parlais évidemment des chiffrements des données. Encore une fois, le monitoring, surveillance des alertes en temps réel, pardon. Et évidemment, les audits réguliers des configurations de ton infrastructure, de bien faire ton inventaire de qu'est-ce qui tourne sur le réseau et également d'avoir un plan de continuité si jamais il se passe quoi que ce soit. Ça, c'est aussi extrêmement crucial. Ok, top. Dans tous les cas, je mettrai dans la description de la vidéo en dessous toutes les sources et tous les liens que tu évoquais, donc le lien vers le site de Cybe, vers toutes vos ressources, votre LinkedIn. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en description pour ça, pour avoir en référence. Ok. Du coup, maintenant, on sait tout ça, on a été averti. Quel conseil pourrais-tu donner, je dirais, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, pour qu'ils restent informés justement sur ces enjeux de la cybersécurité, anticiper des choses, rester alerte? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, c'est bien que tu donnes les liens parce que sur notre LinkedIn, on fait pas mal de posts, piratage de la semaine, des informations qu'on relaie d'autres experts de la cyber aussi. On est vraiment sur quelque chose de communautaire sur la cyber. Tout le monde donne son avis entre guillemets et ses compétences. L'État fait également la même chose. Nous, avec plusieurs entreprises, dont notamment la tienne team plus une juriste Camille de la société Logic et nous Cybe Solutions, on a ce qu'on appelle Actastic. Donc c'est un blog pour se tenir informé. Alors on n'a pas voulu l'appeler veille réglementaire parce que la réglementation change assez rapidement, mais pas toutes les semaines ni encore moins tous les jours. Alors qu'Actastic, on prend en compte évidemment ces changements réglementaires, mais aussi on a des entretiens d'experts, des entretiens sur les questions de l'assurance cyber. Donc c'est tout ce qui va toucher au numérique pour encore une fois se sensibiliser un peu plus sur ces questions de sécurité informatique. Et pour nous, c'est déjà un premier point d'entrée. Donc, on disait tout à l'heure, déjà informez-vous. Donc, ceux qui sont déjà informés font déjà partie d'une minorité presque, du cas d'une bonne moitié. Et pour les autres, le but, c'est vraiment de s'informer, donc avec des blogs spécialisés sur ces questions, de suivre les actualités, évidemment en cyber qu'on peut avoir sur LinkedIn ou même sur les news de manière générale, et participer à des conférences spécialisées. Et Cybe, nous, on organise des ateliers de sensibilisation également. Donc voilà, de continuer au quotidien, de toujours se former, de se sensibiliser pour éviter évidemment le pire. Alors, pas éviter le pire, mais en tout cas, s'il existe, d'en réduire les conséquences au maximum. Et puis, ce que nous, on voit par rapport à ça, et pour enchaîner sur les tendances, hein, c'est évidemment, il y a une montée en puissance de l'IA, que ce soit en cybersécurité ou même au quotidien. L'avancée des solutions Zero Trust, comme je te disais, donc de plus en plus avancée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut
alors pas forcément cibler le SaaS directement, mais les entreprises, c'est l'augmentation des menaces sur les deepfakes. Donc, c'est-à-dire des visioconférences organisées par un hacker qui est une personne de ton entourage, qui te demande de faire un versement, qui te demande de faire une action particulière et que, la force des choses, tu es obligé de croire parce que tu penses que c'est exactement elle. Elle parle le même langage, les mêmes textes, elle te connaît exactement par cœur et en plus, elle lui ressemble. Il y a toutes les cases qui sont cochées là, Parler avant, oui, le discernement, ça peut vous sauver. Maintenant, c'est même plus possible parce que le discernement, il n'est pas possible. Il n'est pas possible puisque la personne en face de toi, c'est pour toi la vraie. Donc, à moins de te dire, purée, c'est un deepfake, je suis sûr une fois sur deux que c'est pas lui et tu l'appelles la vraie sur le numéro perso. Mais souvent, tu fais ça dans l'urgence. On connaît les hackers et puis les failles, tu vois. C'est toujours à faire pour demain et puis sinon, il t'arrive des grosses conséquences. Donc voilà, ça, c'est vrai qu'en 2025, et ce qui arrive avec l'AI, la puissance des images et des vidéos, on va se retrouver dans des temps assez compliqués potentiellement sur les entreprises en termes de crise. La crise cyber, voilà, ça va être un vrai gros sujet à prendre. Faut pas le négliger, donc effectivement, vous l'aurez compris, pour vous rester informé, pour résumer, en tout cas, si vous voulez des sources d'informations, ça sera sur Actastic, le lien sera dans la description et est dans la description au moment où vous regardez cette vidéo. Ok, très clair, les tendances, machin, etc. Parfait. Dernière petite question, du coup, pour résumer tout ça, plus par rapport à notre relation. Pourquoi nous avoir choisi en tant que partenaire et expert pour votre solution SaaS de votre côté? Oui, déjà, en effet, vous avez alors, Enjoy My SaaS, maintenant, si c'est... Ça s'est transformé en Enjoy Your SaaS, effectivement, maintenant. À l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas ça. C'est pas encore My SaaS, c'est Your SaaS. Donc, oui, évidemment, on avait travaillé ensemble, notamment pour la création de notre SaaS et notre plateforme d'audit directement en ligne chez Cybe Solutions. On a eu, en effet, cette vision commune sur la sécurité pour les solutions. Alors, SaaS pour vous et même de manière code, de manière générale. Donc, on a eu cet atome crochu là-dessus, donc de proposer, alors déjà à nous, une partie vraiment sécurisante sur la partie production de notre SaaS et également, et c'est la collaboration qu'on a maintenant, de sensibiliser vos clients sur cette question. Alors déjà, via le SaaS que vous créez, d'inclure la sécurité, mais également sur l'utilisation du SaaS au quotidien. Et on parlait toujours de bonnes pratiques AMED et de procédures. La collaboration de Cybe et puis entre nous, Timothée, c'est vraiment d'avoir, vous, une prestation et un produit sécurisant et en plus d'aller plus loin, de garder sécurisant l'utilisation et pérenniser, en tout cas, les entreprises via ce créateur de richesse, mais de chiffre d'affaires qui est le SaaS, tu vois, qui est vraiment le cœur du business, hein, ça qui produit de la production de toute manière pour l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment cette vision-là commune qu'on a partagée sur le SaaS, c'est d'avoir intégré très tôt la sécurité, vous d'avoir été confronté de plus en plus au quotidien avec vos clients sur ces questions de sécurité, et puis nous, le fait qu'on soit vraiment sur le terrain pour les entreprises de toute taille, disons de 5 à 200 employés. C'est clair. C'est vrai que c'est des belles histoires. Donc, ceux qui l'ont pas compris, du coup, effectivement, Cybe Solutions, on les accompagnait dans leur SaaS. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris maintenant, on est partenaire avec eux, justement, pour vous proposer une solution et un accompagnement aussi, justement, au niveau de la cybersécurité. Comme ça, on vous laisse entre mains d'experts. Pour ceux qui, du coup, souhaitent, encore une fois, je vais le dire répéter, mais le lien sera dans la description, mais pour ceux qui souhaitent, du coup, en savoir plus sur les solutions de Cybe Solutions, où c'est qu'ils peuvent te contacter? Que je mettrai un petit bandeau avec ton email ou ils vont directement sur le site? Oui, tout à fait. Moi, j'ai mon email tom@cybe-solution avec un S, donc cybe.com. Donc voilà, on peut facilement nous contacter là-dessus. Ensuite, directement sur LinkedIn. En passant dans les commentaires de la vidéo, avec toi, Timothée, au quotidien. Donc voilà, le but, nous, on est vraiment extrêmement disponible. On a un audit, et c'est ça qui est important de rappeler, qui est totalement gratuit sur le site de Cybe Solutions. On s'inscrit simplement
On donne ces données qui sont, je vous l'annonce, chiffrées, même si on ne peut rien en faire. Je l'ai vu, ça c'est vrai, je l'ai vu. C'est vrai, et en plus, on a les données qui sont stockées en Suisse, donc dans un pays avec une neutralité assez importante et avec des serveurs suisses. Donc voilà, ça c'est aussi à prendre en compte. Le chiffrement des données avec tout ce qui s'ensuit. Et donc, on peut se retrouver à tester les défenses sur des points, notamment de la NIS 2. Directement dans notre audit. Il y a 32 points disponibles, des questions assez simples, assez rapides, et qui dressent ensuite un tableau de bord de vos forces et de vos faiblesses, et notamment un score CYB de cybersécurité qui va montrer combien il vous reste de travail encore à faire, si on est dans le bon sens ou si malheureusement il faut tout reprendre de zéro. Donc voilà, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous contacter. Et une fois que vous avez fait ça, de toute manière, on a toujours un appel avec nos équipes pour discuter des résultats et puis voir comment on peut collaborer pour la suite. Allez-y, allez auditer, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Dans les cas, vous serez plus sécurisé. Voilà, exactement. Voilà. Au pire, vous allez garder votre business. Juste ça. Ok, Tom, dans tous les cas, je mettrai encore une fois tous les liens. Écoute, Tom, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un dernier mot pour du coup nos spectateurs qui lancent leur aventure dans un SaaS? Dernier petit mot, 2-3 conseils, un petit message, quelque chose à leur dire. De toute façon, c'est ce qu'on a dit pour les personnes qui se lanceraient dans le SaaS, et au vu de la quantité de data que vous traitez au quotidien, c'est d'investir dans la sécurité dès le début. Donc, investir du temps dans un premier temps en s'informant, en se documentant. Ensuite, un petit peu de fonds pour bien partir dès le début et commencer à investir un petit peu tous les mois, tous les ans là-dessus pour qu'il y ait moins à faire à la fin. Et puis, comme disait Tim, dans le pire des cas, ça protégera votre business sur le long terme. Donc voilà, s'informer, auditer, se former et puis continuer à faire ça, les trois, dans n'importe quel sens, évidemment, vous voulez, mais surtout le faire dès que possible et surtout faites des backups. Enregistrez vos sauvegardes le plus possible. Et si jamais il se passe quoi que ce soit, prévoyez comment vous pouvez rebondir, que ce soit pour vos clients et également pour vous. Clairement. Enfin, je pense que c'est important d'éveiller les consciences par rapport à ce sujet-là et que c'est trop sous-estimé. Et c'est vrai que les tendances montrent qu'à mon avis, on va être de plus en plus concerné par ce genre de... Exactement. Et puis, merci Tim pour l'occasion d'avoir pu mettre en tout cas en lumière ces différents points qui s'adaptent évidemment au SaaS parce que c'était l'objet, mais à tout type de logiciel et tout type de société évidemment. Exact. Ok, donc vous l'avez compris, n'hésitez pas, si vous avez un besoin par rapport à ça, je vous conseille, vous recommande même d'aller faire un tour chez Safe Solutions. Enjoy your SaaS, évidemment. Toujours là, et puis nous, on est très contents, donc on peut que recommander. Super, merci à toi. Mais écoute, Tom, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je te remercie encore grandement de ta présence ici. Je pense que c'est pas la dernière qu'on fera ensemble. Peut-être on abordera d'autres sujets, des formats un peu plus courts. On va discuter en off, voir exact, ce qu'on va mettre en place. Mais voilà, ça fait un vrai plaisir de t'avoir. Et puis je te dis plaisir partagé. Merci Timothée pour. À plus tard et bonne journée pour toi. Merci à toi aussi. T'as regardé cette vidéo jusqu'au bout? Alors t'as un projet SaaS, mais t'as toujours pas de plan clair. C'est pas grave. Mais si tu restes comme ça, tu vas tourner en rond encore longtemps. Le 10 avril à 20h, je te montre comment faire ce que 93% des fondateurs ne font jamais. Voir si ton idée tient vraiment debout, construire ce qui fait vendre et comprendre ce qui fait cliquer un prospect. Et pivoter vite quand tu es à 2 doigts de te planter. Ce n'est pas un webinaire, c'est un vrai atelier en live. Tu participes, tu bosses, tu repars avec une stratégie. Le lien est en description, clique dessus. C'est gratuit, mais c'est pas fait pour les touristes. Il n'y aura pas de replay. Tu veux continuer à espérer ou tu veux avancer? Toi seul peux trancher.